Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. En tout cas, moi, là tout de suite, maintenant, je vous propose de découvrir pléthore de différents sujets de mon cru. Et on commence tout de suite. Ma foi, ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas parlé d'une nouveauté vegan chez Picard, mon magasin d'alimentation du quotidien, hein, on va pas se mentir. Et j'avoue, on va remercier chaudement Accidentellement Vegan et son compte magique sur Instagram qui a mis en exergue une nouveauté qui m'était totalement passée sous le nez sans que je m'en aperçoive. Il s'agit de ceci. Un fondant au chocolat et aux noisettes. Et oui, Picard fait de temps en temps des essais du côté des desserts. Pour l'instant, j'ai jamais été vraiment hyper convaincu. Ce n'est pas forcément mauvais, mais c'est pas à la hauteur de ce que j'espère a priori. Donc on verra bien. Alors tout de suite, petite mise en garde. Attention, c'est bien marqué végétal, et c'est celui aux noisettes. Parce qu'il y a le fondant au chocolat classique, c'est quasiment le même packaging, il n'y a pas marqué noisette. Et surtout, l'autre, il n'y a pas le logo vegan, alors que nous, on l'a. Et puis comme les deux sont l'un à côté de l'autre, ne vous trompez pas. Voilà. Mais bon, avant de se tromper, faut-il vouloir l'acheter? Et pour pouvoir l'acheter, faut-il savoir si c'est bon? C'est là que j'interviens. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que ça se fait réchauffer sans décongélation. Donc pas besoin d'anticiper. Ça tombe bien, je n'avais pas du tout anticipé. Donc, la solution rapide que je ne vais pas faire, c'est celle du micro-ondes. Et là, c'est prêt en 1 minute 30. Soit. Ah oui, non. Et je lis quand même. C'est pas prêt en 1 minute 30, c'est 1 minute 30 au micro-ondes. Et après, il faut laisser poser 10 minutes. Ok. Et alors, la fonction four traditionnelle, je préchauffe à 180 degrés. Ok, et on sort de l'étui, on retire le film plastique et on le dépose dans son moule sur la grille du four à mi-hauteur. Et on laisse le temps indiqué, soit 12 minutes. Et après, on laisse reposer pendant 5 minutes avant de déguster. Ok, je vais me conformer à cette méthode. Alors, voyons déjà à quoi ça ressemble. Ok. Donc un petit moule un peu carton. Ouais, bah ça ressemble à un fondant au chocolat surgelé, hein, pas de doute. Ouais, hein, sans l'emballage, on voit mieux. Il a une bonne tête, hein, franchement. Bon bah allez, hein, on y va. C'est parti pour 12 minutes. Et voilà, ça fait 12 minutes. Donc je laisse poser maintenant pendant 5 minutes. Déjà, ça sent super bon, c'est très positif. Et on a un nez très chocolaté qui embaume la cuisine. Alors, par contre, petite mise en garde, c'est que quand vous le sortez congelé de son paquet, eh bien, c'est très dur, c'est rigide, donc il n'y a pas de souci. Mais là, après le temps de cuisson, sachant que le moule est un carton relativement fin, c'est un peu souple et ça s'est complètement ramolli. On parle bien d'un fondant. Donc vous attendez pas à quelque chose avec une croûte très dure, au contraire. Donc prenez bien soin de sortir du four avec précaution, en mettant quelque chose de plat en dessous de votre moule à tarte cartonné pour éviter que ça... Voilà, vous êtes prévenus. Et nous y voilà, j'ai été patient, je viens de me couper donc une part. Et visuellement, je trouve ça très réussi. Bon, un petit peu de mal à le démouler, mais parce que c'est très souple, mais non, ça va en fait. Hein, c'est juste que je m'attendais que ce soit plus... Bon bref, j'ai réussi à faire une découpe propre quand même. Maintenant, goûtons. Et ça sent toujours aussi bon. Alors déjà, hein, sous la cuillère, on peut le dire, c'est bien fondant. Dis donc. Ah ouais, c'est pas mal. Et je m'attendais pas à un truc aussi gourmand. Voilà. C'est bien chocolaté, sucré, beaucoup de rondeur. La texture, là, comme ça, elle est top. Donc, ouf, le temps imparti, indiqué est réaliste. J'ai bien eu mes
12 minutes, plus 5 de pause. Là, il est légèrement tiède, parfaitement décongelé, bonne texture fondante, mais ça se tient. Les éclats de noisettes apportent plus du crunchy, elles n'ont pas beaucoup de goût, hein. Le cacao emporte, ça c'est sûr, mais elles donnent un petit peu de crunchy, donc un peu de texture, c'est sympa. Bref, c'est bien, franchement, c'est un bon petit dessert pour ceux qui doivent improviser un truc un peu à la va-vite et n'ont pas le temps de préparer eux-mêmes un gâteau. Bon, objectivement, hein, ce genre de gâteau à faire soi-même, c'est pas bien compliqué et ça coûtera forcément moins cher. Parce que là, c'est là que ça blesse un petit peu, à mon goût, c'est qu'on est quand même sur 6,99. Et pour un petit gâteau aussi simple surgelé, je trouve que c'est un peu cher. Il fait 450 grammes, c'est pas non plus un énorme gâteau. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez en termes tarifaires, mais ouais, 6,99, j'ai trouvé ça un peu excessif. Et je prends du plaisir à le manger. Hein. Donc je me dis pas, oh zut, j'ai perdu de l'argent. Non, je me dis juste, j'aurais aimé qu'il soit plutôt allez, 5, 6 euros maximum. Là, ça se passerait mieux. Mais bon. Bref, expérience réussie, quoi qu'il en soit. Un bon petit dessert pour les fainéants ou ceux qui n'ont pas le temps et qui veulent quand même manger un truc qui a du goût et un peu de caractère. Donc, bravo Picard, mission accomplie. Eh bien les amis, cette semaine, je ne vous emmène pas dans un restaurant, mais dans un établissement spécialisé dans les donuts qui a le bon goût de nous proposer des options véganes. C'est pour ça qu'on est là. Et on est où? Chez Donuteria. Alors Donuteria, c'est une franchise qui est ouverte à Paris il y a à peu près 1 an. Et en fait, il y a des établissements dans à peu près 15 pays. Donc c'est une petite chaîne que je ne connaissais absolument pas. Mais voilà, on est dans le quartier des Halles, au centre de Paris, une option végane à tester, ça ne se refuse pas. Eh bien, je vais m'y employer de ce pas et vous donner mon avis. Bon, malheureusement, j'ai pas beaucoup de chance parce que aujourd'hui, le jour où j'ai le temps de venir, eh bien, il n'y a qu'une seule option végane en vitrine. Voilà. Alors sur le site, j'en ai compté 4 différentes. Mais la vendeuse m'a dit qu'effectivement, ça changeait et qu'aujourd'hui, exceptionnellement, il n'y avait pas tout. Voilà. Bon, qu'importe. J'en ai pris un à base de spéculoos. Et ça, j'adore. Alors concrètement, vous pouvez choisir une boîte à emporter pour manger chez vous, ramener chez les amis, la base de la pâtisserie, mais aussi consommer sur place. Et si vous restez, vous sachez que vous pouvez consommer aussi des boissons chaudes. Et là encore, les options véganes sont prévues. Il y a du lait d'avoine et du lait de soja, avec un petit supplément sur la boisson, mais au moins, il y a une option. Et moi, pour la peine, je me suis pris un petit latte glacé avoine pour accompagner mon donut. Mais d'abord, j'ai soif. Simple, efficace. Un petit latte avoine, quoi. Glacé. Allez, j'ai chaud. Passons à présent aux choses sérieuses. Le voici, le coquin, il est tout joufflu. Il est tout frais, il n'y a aucun problème là-dessus. Richement garni. C'est parti. Pas mal du tout, franchement. On est sur le grand classique du donut. La pâte est vraiment fraîche, moelleuse, très tendre. Alors bien sûr, le glaçage, c'est à base de pâte, de spéculoos. C'est assez ambré en bouche, assez rond. Donc au niveau du sucre, là, on est bien. D'ailleurs, moi j'ai pris une boisson sans sucre, c'était en prévision. Et ouais, j'aime beaucoup les donuts, généralement. Mais parfois, ils ont un petit goût huileux, ils ont la pâte qui est un peu grasse en bouche, des trucs un peu désagréables. Là, pas du tout. On est sur un donut vraiment bien réussi.
Alors honnêtement, le lieu est pas bien grand, mais il y a de quoi s'asseoir et puis il y a des places en extérieur aussi quand la météo le permet. Mais je trouve que l'ambiance est chouette. Alors c'est très rose, bleu, il y a un petit côté un peu rococo sur le retour, avec aussi ce mur de rose là qu'on a derrière avec la petite balançoire. Voilà, un petit côté Marie-Antoinette modernisé quoi. Bon bah voilà, c'était la petite pause goûter bien agréable, réconfortante, avec tout ce qu'il faut, rien de plus, rien de moins. Je suis heureux. Bon, alors forcément, j'aurais aimé pouvoir goûter d'autres parfums, mais bon, un seul donut, c'est déjà bien pour un seul homme. Ouais, bon, j'ai un appétit qui est quand même plus conséquent que ça. Je reviendrai. Alors les amis, cette semaine, j'ai envie d'aborder un sujet de réflexion un petit peu sensible, mais qui d'après moi vaut quand même la peine qu'on y réfléchisse un instant, parce que je suis le premier à estimer que il y a énormément de voies différentes pour arriver au véganisme, qu'il n'y a pas un chemin unique, qu'il n'y a pas un seul modèle de pensée, et c'est ok, et c'est cool de voir cette diversité. Et je suis le premier à dire depuis des années, peu importe les raisons, seul le résultat compte. Parce que dans tous les cas, on arrivera au même résultat. Malheureusement, avec l'expérience, avec les années qui passent, je me rends compte qu'il y a, malheureusement d'après moi, quelques raisons de devenir vegan qui ne sont pas forcément excellentes, du moins pas sur le long terme. Alors c'est vrai que on sait pertinemment que dans les grandes raisons les plus répandues pour être vegan, on a en numéro 1, sans aucune commune mesure, c'est le bien-être animal, c'est l'éthique envers les animaux. C'est certainement la raison qui motive le plus de gens. Et c'est peut-être la plus pertinente d'ailleurs. Cela dit, on a de plus en plus de gens qui vont vers le véganisme pour des raisons environnementales, écologistes, parce que la consommation de produits animaux a un impact conséquent sur l'environnement. Donc, si on veut être en accord avec ces idées écologistes, bah oui, à un moment ou à un autre, il va peut-être falloir remettre en question son mode de consommation. Ok. Il y a aussi des gens qui rentrent dans le véganisme par la porte de la santé, remettant en cause leur alimentation, leur consommation, et disant bah voilà, je veux quelque chose de plus sain, et puis le végétal répond à cette problématique. C'est vrai. Après, on pourra argumenter longuement sur le bien fondé, puisque tout dépend de l'équilibre alimentaire, dans un sens comme dans l'autre. Mais oui, effectivement, manger végétal, bien équilibré, ça ne pose aucun problème, au contraire, c'est plutôt bénéfique. Ok. Mais bon, on est loin du véganisme, on est plus sur le végétalisme. On a aussi comme raison une porte d'entrée qui est rarement évoquée et pourtant assez répandue, c'est le côté spirituel. Voilà. J'entrerai pas dans les détails puisqu'il y a différents courants de spiritualité à travers le monde qui amènent à refuser la souffrance et la mort des animaux. Donc, ok, c'est logique. Et puis il y a d'autres idées qui amènent au végétalisme, qui sont des portes d'entrée, certes aussi, mais qui, à mes yeux, sont un peu bancales, et on va voir ça ensemble. Alors je tiens quand même à préciser que l'exemple que je vais vous donner, c'est issu de mes rencontres avec des véganes qui m'ont donné leur motivation de départ. J'ai pas juste tiré des conclusions comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des profils types qui se détachent, et j'en ai isolé 5 particulièrement, qui me semblent valoir le peine qu'on s'y penche pour voir si c'est valable ou pas, surtout sur le long terme. La première raison, elle est très simple et curieusement assez répandue, surtout chez des jeunes, c'est suivre la mode. Parce qu'on va pas se mentir, le véganisme a quand même une aura de tendance. Elle a aussi cette aura un peu de rébellion, de contestation, de remise en cause. Bref, ça peut séduire certaines personnes en quête d'identité et se dire « Ah ouais, tiens, c'est cool, ouais, je me mets dans ce mouvement parce que ça me parle. » Mais, comme pour beaucoup de choses,
plus ça me parle en sens de construction, mais pas forcément en termes de philosophie, de réflexion. Et si derrière, il n'y a pas justement une vraie construction, et ben comme toutes les modes passent. Donc, suivre une mode, quelle que soit la mode, n'a jamais été une bonne idée, parce que une mode, c'est pas fait pour durer, ou rares sont les choses à la mode qui tiennent sur le temps. Et le véganisme, en soi, c'est une philosophie de vie, c'est pas une mode. Pourtant, c'est un peu perçu comme ça par certaines personnes. Et c'est d'ailleurs aussi vendu comme ça dans les médias, comme une tendance, un truc cool, un truc éthique branché. Voilà, c'est pour ça qu'on a des gens qui deviennent véganes et qui, au bout de 1 ou 2 ans, arrêtent parce que bon bah voilà quoi, la mode est passée pour eux. Ils n'ont pas réussi à passer le cap de pérenniser les idées ou même de creuser. Ils sont restés à la surface. Donc bon, voilà, c'est dommage. On va dire qu'on les a perdus en route. Et puis il y en a certains, bah, quand même, qui rentrent par cette idée et puis rencontrent les bonnes personnes et puis font l'effort d'aller plus loin et d'un coup ils comprennent que ouais, c'est un vrai mode de vie sérieux et que c'est pas juste une tendance. Seconde mauvaise raison, alors je mets des guillemets hein, sur les mauvaises, parce que c'est pas vraiment ça, mais vous comprenez l'idée. Pour moi, une raison qui est un peu bancale de devenir vegan, c'est pour des raisons économiques. Et oui. J'ai déjà vu pas mal de gens dire qu'ils sont devenus véganes pour des raisons vraiment économiques. Soit parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer des produits d'origine animale, que c'est trop cher dans leur mode de vie, soit parce qu'ils vont vers une idée de frugalisme et du coup, ils vont évincer tout ce qui coûte particulièrement cher, donc la viande. Et là, forcément, je me dis, ah, ça coince. Parce que, même si c'est deux raisons qui peuvent paraître effectivement assez logiques, elles le sont, on est dans un état de situation qu'on peut concevoir comme temporaire. Si on est dans une difficulté financière à un moment de sa vie, faire un choix économique, c'est sage. Mais le jour où la trésorerie remonte à un flot à peu près normal, voire même trouver une bonne situation qui permet de sortir des problèmes financiers. Est-ce que la personne va rester végane ou va dire bon voilà, maintenant je peux me payer ce que je veux, bah je peux m'acheter un steak, du fromage affiné et puis allez, c'est la fête quoi. Voilà. Pour les gens qui sont frugalistes, le jour où ils ont atteint leur objectif, pareil. Est-ce qu'ils vont se dire, bon, bah maintenant c'est bon, à moi la belle vie, j'ai plus besoin de me priver? Ah, voilà. En plus, là, on parle que de la partie alimentation, mais c'est un certain type de végétalisme qui est quand même en excluant tout ce qui est lié à l'univers des simili, parce que les simili-carnés, les simili-laits, etc., sont soit au même prix que les produits animaux, voire un peu plus cher. Donc, on ne fait pas des économies en achetant ce type de produit. Idem pour tout ce qui est cosmétique non testé sur les animaux. Dès qu'il y a un label, ça coûte plus cher. Pareil pour des chaussures. Hein, des chaussures correctes sans cuir, ça coûte plus cher que des chaussures avec cuir. Parfois dans la même marque, la version cuir animal et cuir vegan, on voit qu'il y a 10-15 € de plus sur la chaussure vegan. Donc, c'est un mauvais calcul. Alors, le végétalisme, ça peut passer à condition de ne vouloir manger vraiment que des produits très bruts, mais en s'excluant de toute la pluralité de l'alimentation végane, de sa restauration, de sa culture culinaire, de sa food tech, etc., etc. Mais à un moment, je sais pas, je pense que ça coincera. Il y a pas mal aussi de personnes qui disent qu'elles sont devenues véganes pour perdre du poids. Et oui, l'idée des régimes. L'idée, effectivement, d'exclure les produits d'origine animale de son alimentation va permettre, selon le métabolisme des gens, de perdre potentiellement du poids.
Mais ce n'est pas une règle universelle parce qu'on est tous différents et on ne réagit pas de la même manière. Alors oui, moi, en devenant végétalien, j'ai perdu 18 kilos. Parce que, en tant que végétarien, je mangeais beaucoup trop de produits laitiers, de fromage et d'œufs. Et bah, j'avais bien profité. Et j'ai retrouvé effectivement ma taille de mes 20 ans en arrêtant et en très peu de temps. Solution miracle? Ben non, en fait c'est mon métabolisme qui est fait comme ça, et puis je ne cherchais pas à perdre du poids. Ça a été un effet bénéfique. J'en suis content. Et j'ai jamais repris de poids avec le temps alors que je mange beaucoup. Mais parce que j'ai une génétique qui me permet. Parce que j'ai une hygiène de vie qui me permet. Mais on n'est pas tous égaux. Et je trouverais hyper malhonnête de vendre l'idée du véganisme comme une solution à des problèmes de surpoids et pour les personnes qui veulent perdre du poids. C'est pas honnête. Ça peut marcher, mais il n'y a pas de garantie. Et surtout, c'est pas ça le véganisme. C'est pas simplement s'occuper de sa taille, quoi. C'est une philosophie de vie avec des engagements éthiques. Donc, s'occuper de son corps, de sa santé, très bien, mais c'est peut-être pas une motivation suffisante pour bien comprendre tous les enjeux d'une philosophie et d'un mode de vie vegan. Donc je pense que c'est pas une très bonne idée. Surtout qu'on sait très bien que toutes les personnes qui sont dans le process des régimes, très souvent, quand elles atteignent un résultat, elles arrêtent le régime, donc potentiellement elles arrêtent le végétalisme. Donc bon, voilà quoi. Autre raison qui est souvent beaucoup plus inconsciente, puisque est quand même liée à ce problème de perte de poids ou de contrôle, ce sont les personnes atteintes de troubles du comportement alimentaire qui utilisent le véganisme comme une façade, un alibi, pour ne pas avoir à manger en société et exclure de leur alimentation certains aliments. Alors, quand je dis que c'est une mauvaise raison, je le dis encore, ce n'est pas forcément conscient. Mais c'est une idée qui peut être séduisante et qui, à mon avis, est dangereuse. Effectivement, les troubles du comportement alimentaire sont à être pris très au sérieux et être encadré avec des professionnels et pas juste un changement d'alimentation qui serait peut-être miracle pour aller mieux. Ça n'arrangera rien. Ça n'arrangera rien et au contraire, effectivement, ça confortera les personnes concernées certainement dans un mal-être par rapport à leur rapport à l'alimentation. Et je pense que si autour de vous, vous avez des personnes qui sont concernées par des troubles du comportement alimentaire et qui veulent aller vers le véganisme, ça mérite quand même d'être vigilant et de les orienter vers quand même des professionnels de santé pour les aider. Parce que le végétalisme pourrait potentiellement les aider, oui, potentiellement, si ça leur correspond et que ça peut les réconcilier avec l'alimentation. C'est possible, c'est possible. Mais encore une fois, c'est pas une garantie. Il n'y a pas de solution miracle et on n'a pas tous le même corps, comme je l'ai dit, mais on n'a pas non plus tous la même psychologie. Donc, voilà, il ne faut pas vendre le végétalisme et donc l'idée, la grande cause du véganisme comme étant la chose à faire pour se sortir de troubles du comportement alimentaire. Parce que généralement, je vous dis, c'est qu'une façade, et c'est une façade qui risque d'avoir des conséquences. Dernière mauvaise raison de devenir vegan, selon moi, c'est de le faire pour faire plaisir à l'autre. Je parle bien sûr de la situation de couple. C'est commun, il y en a un qui est vegan, l'autre ne l'est pas, il sent un peu de pression, et il veut faire plaisir à l'autre. Voire, il est d'accord, mais bon, voilà, pas plus que ça. Mais quand même, on veut faire plaisir. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que tant qu'on n'a pas eu la conscience de l'impact de notre consommation et du mode de vie que ça nous impose au quotidien, bah, c'est une idée qui reste fragile. Et puis quand on fait pas les choses pour soi, par soi-même, on repose sur une autre personne.
Et il suffit que cette personne disparaisse pour que l'idée elle-même s'effondre. Bah oui, en cas de séparation, il y a très peu de chances que quelqu'un qui soit devenu vegan pour faire plaisir à l'autre continue à l'être. Ça peut, mais c'est pas sûr du tout. Parce que, effectivement, la motivation première disparaît. Donc, bon, il est évident que quand on est en couple, un des principes de base, c'est de s'occuper du bien-être de l'autre. Donc, faire plaisir fait partie intrinsèquement du travail dans le couple. Si vous voulez pas faire plaisir à l'autre, c'est problématique. Mais il y a faire plaisir et se changer soi-même. C'est pas la même chose. Quand vous allez changer votre mode de vie, ça a un impact beaucoup plus profond. Donc faites attention. Si vous êtes dans ce cas, eh bien, assurez-vous que votre conjoint soit là pour vous épauler et vous comprendre, mais pas forcément lui forcer la main. Alors, dans le cas où vous êtes vegan et que vous avez un conjoint qui voudrait devenir vegan, mais vous voyez bien que c'est plus pour vous faire plaisir qu'autre chose, c'est ça que je veux dire. Faut l'encourager, mais il faut surtout bien lui faire passer le message de pourquoi être vegan, pas juste pour vous faire plaisir. Ça, c'est jamais une bonne idée, même si ça fera plaisir sur le coup. Voilà les amis, c'est à peu près les 5 un peu stéréotypes de personnes qui rentrent dans le véganisme avec des idées qui sont pas forcément, à mon sens, les meilleures. Encore une fois, il n'y a pas de jugement envers la personne, mais plutôt sur les concepts qui sont derrière et qui ne sont pas pérennes et qui ont un effet un peu secondaire. C'est l'image qu'on renvoie du véganisme. N'oublions pas que les gens sont très prompts à tirer des conclusions quand ils rencontrent quelqu'un. Donc si vous avez typiquement quelqu'un qui, comme je disais, voudrait simplement être vegan pour des raisons strictement économiques, on va en tirer des conclusions que ah bah oui les véganes, c'est tous des radins ou c'est tous des pauvres. Ce qui est faux, ce qui peut être vrai. Mais en fait, ça n'a pas de lien, ça n'a pas de sens. Mais les gens partent très vite sur une idée préconçue. Et donc faites attention, je vous l'ai toujours dit, pour moi, le véganisme, c'est l'exemplarité. C'est ce que vous allez donner autour de vous, c'est ce qui rayonne autour de vous et ce qui donne envie d'être vegan. Mais tous les pas de travers seront pris comme une généralité. Toutes les idées bancales seront prises pour des généralités. Et finalement, c'est tous les véganes qui auront des retombées sur ce qui est dans la tête des gens. Alors que ça devrait pas. Mais on peut pas lutter. On peut pas lutter. Bon, et pour vous alors, est-ce qu'il y a une raison que j'aurais oubliée ou que vous avez simplement rencontré des personnes qui sont devenues véganes pour une raison un peu étrange ou voire un peu maladroite? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, tant qu'à faire, si vous avez envie de partager avec les autres la raison qui vous a mené au véganisme, n'hésitez pas à le faire. Dans la bienveillance, on est entre nous, on y va. Alors aujourd'hui les amis, j'ai envie de vous parler d'un produit qui me tient particulièrement à cœur et que j'utilise très régulièrement au sein de mes recettes, que ce soit ici sur YouTube ou même dans mes livres. Et je sais que ça suscite parfois quelques interrogations parce que oui, la version végane n'est pas si facile à trouver et je parle de ceci. Voilà. Et ceci, c'est la sauce anglaise, dit en France Worcester sauce, aussi écrite Worcestershire sauce, et qui se prononce en fait Worcester sauce. Voilà. Oui, je sais, c'est pas super intuitif, mais en Angleterre, ça se prononce Worcester sauce. Bref, ça, si vous ne connaissez pas, c'est juste un petit concentré de saveur extraordinaire qui rehausse toutes les préparations possibles et imaginables. Mais ça fait aussi partie de recettes culturelles, parfois inattendues. La première recette auquel je pense, et alors c'est marrant parce qu'elle n'est pas du tout britannique, il s'agit de la fameuse currywurst, spécialité berlinoise par excellence, avec cette saucisse coupée en morceaux qui est nappée d'une sauce mélangée entre le ketchup et la sauce tomate.
avec du curry et de la Worcester sauce. Et ça, c'est génial, j'adore. Il y a une autre recette hyper connue, c'est la César salade. Et bien, dans la sauce, il y a de la Worcester sauce, etc. Vous allez en trouver dans plein de différentes recettes qui n'ont rien à voir avec l'Angleterre, mais parce que ça a une réputation internationale et c'est unique en son genre. Le parfum principal, c'est le tamarin. Et le tamarin, c'est un petit fruit exotique tout brun. On fait de la pâte de tamarin qui est très utilisée dans la cuisine asiatique. Et il y a un côté un peu fruité, acide, avec beaucoup de longueur en bouche. C'est très bon, c'est très spécial, la pâte de tamarin pure. Mais dans cette sauce, c'est ça le caractère qui ressort, mais rééquilibré avec l'ensemble des épices et la préparation. D'ailleurs, dans les ingrédients d'une Worcester sauce, justement, c'est là qu'il y a un problème, c'est qu'il y a à la base, traditionnellement, de l'anchois. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut trouver de la Worcester sauce vegan. Et oui, bah oui. Et c'est pas si simple. En effet, hein, si vous allez dans un supermarché classique, vous allez en trouver de la Worcester sauce. Et celles-ci ne sont pas véganes. Donc ne vous faites pas avoir. Surtout que, objectivement, pour en avoir goûté il y a très longtemps, il n'y a pas du tout un goût d'anchois. Hein. L'anchois, il est là juste pour donner de l'umami, un côté salin à l'ensemble, mais il n'y a pas un goût de poisson, ça se détecte pas. Et justement, je pense qu'il y a plein de gens qui se font avoir, qui lisent pas les étiquettes, et qui se disent «Ah oui, mais c'est bon, c'est une sauce». Voilà. Non, non. Non, non, pas du tout. C'est pour ça, Biona, c'est bien, et elle est très très proche de la véritable Worcester sauce traditionnelle. Franchement, en bouche, je vois pas la différence. Moi, j'en use et j'en abuse, j'ai toujours des flacons d'avance, parce que c'est un petit goût particulier que je recherche, et souvent, quand vous avez un plat où voilà, le dosage des épices est un petit peu timide, et on a envie de juste rehausser, voilà, quelques traits, et c'est fini, on rattrape le plat, on lui donne du volume, on donne de la saveur, et ce petit goût atypique qui fait plaisir. Bon après, toujours, faut aimer. C'est quand même pas le goût qu'on retrouve n'importe où. Mais bah, voilà, vous l'avez compris, moi je suis très accro. Et Laura aussi d'ailleurs. Hein. C'est le genre de truc qu'elle fait. Un plat de pommes de terre, oh tiens, allez, pop, 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 un petit peu dessus. Un plat avec des pâtes, avec une sauce qui est un petit peu faible, on rattrape, pop, 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 ça y est, ça marche. Bref, c'est un ingrédient que je vous recommande d'avoir sous la main dans vos cuisines pour pouvoir en profiter tel quel. Pour assaisonner, ne serait-ce qu'un jus de tomate, c'est le grand classique. Faire des petits plats traditionnels en apportant cette petite touche qui vous manquera si vous n'avez pas de la Worcester sauce à côté de vous. C'est sûr, il va vous manquer une dimension. Et puis, ben voilà, en rattrapage sur des plats un petit peu moyens, c'est extraordinaire. Forcément, la grande question, où est-ce qu'on en trouve, du coup? Eh oui. Alors, Biona, c'est une marque britannique. Pour un produit britannique, ça vaut mieux. Mais elle est relativement bien distribuée dans certains magasins bio. Vous le trouverez aussi chez Official Vegan Shop. Et à Paris, il me semble bien en avoir déjà vu chez Mon Épicerie Paris. Bon, avant, voilà, moi, je me fournissais chez Vegami, forcément. Et ça, c'était le bon temps. Et vous alors, est-ce que vous aussi, vous êtes accro à cette sauce? Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous l'utilisez? Ça m'intéresse parce que pour moi, ça fait vraiment partie intégrante de ma culture culinaire, mais j'ai l'impression que c'est pas si répandu. Sauf chez les gens qui l'adorent, forcément. Et c'est le moment de vous parler d'un film que j'ai beaucoup aimé et qu'on trouve sur Netflix. Il s'agit de Ready Player One. Alors, c'est un film qui a été réalisé par Steven Spielberg, que j'ai vu au cinéma quand il était sorti, et qui est donc dispo sur la plateforme, et qui correspond quand même à pas mal de mes goûts personnels. On est très clairement sur un film qui va s'ancrer dans un univers cyberpunk, dans un futur dystopique, où la technologie a pris le dessus sur le quotidien des gens, et on va suivre les aventures d'un joueur de jeux vidéo en réalité virtuelle, qui va devoir mener une sorte de quête en ligne qui aura des incidences sur le monde réel. Et on est vraiment sur ce genre un peu quête épique,
mais dans un univers qui n'est pas habituel, parce que vous avez déjà entendu parler du concept de métaverse. Ben, c'est un petit peu ce que nous propose ce film. On va évoluer dans un univers en réalité virtuelle, avec des gens équipés de casques, et qui vont interagir les uns avec les autres dans des univers divers et variés, liés autour justement de thématiques vidéoludiques. Et c'est un monument de référence pop culture, tant sur le cinéma, la littérature, l'art, les dessins animés, les jeux vidéo eux-mêmes. Il y a plein de références dans tous les sens, tellement que c'est difficile de toutes les voir. Il faudrait presque se faire le film en image par image pour réussir à tout voir. Mais, au-delà de tout ça, est-ce qu'on peut apprécier le film si on n'a pas toutes ces références? La réponse est heureusement oui, parce que l'intrigue, elle n'est pas extrêmement complexe, mais elle est prenante. Et ça donne envie d'aller jusqu'au bout du film, avec justement la grande révélation. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que si c'est un film qui est relativement récent, il date de 2018, ça reste quand même dans du Spielberg aventure avec une bande de jeunes qui va devoir se frotter à une situation inconfortable et se serrer les coudes pour y arriver. Donc on retrouve cette touch, cette patte à l'ancienne, un peu du film d'aventure pour adolescents, mais avec un élan beaucoup plus contemporain et des thématiques qui sont plus ancrées dans notre réalité. Donc ça en fait un film particulièrement jouissif. Alors, petite recette express du jour, on va partir sur un ingrédient très connu au sein de la cuisine asiatique. D'ailleurs, la recette va être dans une inspiration asiatique, ça c'est certain. L'ingrédient principal, il s'agit de ceci, des champignons noirs. Ouais. Vous savez, ces champignons avec cette texture particulière, avec cette finesse qui est un peu gélatineuse sous la dent, qui a une mâche unique en son genre. Enfin, c'est un champignon, moi, que j'aime beaucoup, je trouve très ludique. Et bah, généralement, on ne sait pas quoi en faire. Aujourd'hui, on va en faire quelque chose de bon. Et nous y voilà les amis, un bon plat de nouilles instantanées aux champignons noirs et au tofu. Ça sent merveilleusement bon. J'adore ces champignons. Sur le tofu aussi, hein. Bon, on est bien là. C'est vraiment une recette hyper rapide à faire.
Le seul truc, c'est anticiper un petit peu pour faire réhydrater les champignons. Mais avec l'eau bouillante, c'est vrai qu'on gagne un temps fou, parce que si vous faites à l'eau froide, les champignons noirs, normalement, c'est 5-6 heures de réhydratation. Là, en 20 minutes, c'était bon. Donc il y a tout ce qu'il faut, beaucoup de saveurs, un bon jeu de texture entre le côté souple du tofu, la nouille qui est juste luisante et imbibée de la sauce comme il faut, le côté, je dis, un peu particulier de cette texture de champignons noirs qui, d'ailleurs, je crois que c'est eux qu'on appelle aussi oreilles de cochon. Et c'est pas hyper glamour, mais je peux comprendre, je peux comprendre. En tout cas, c'est un plat qui est savoureux, rapide à faire, original, en gardant des traceurs culinaires asiatiques de différentes origines. Comme d'habitude, je fais un peu de fusion, mais ça rappelle des choses. Bref, je vais me régaler et je vais finir mon assiette sans plus attendre. Et voilà les amis, c'est une fin de journal. Bon, j'espère que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie, que tout va bien pour vous, et n'oubliez pas de me soutenir comme il se doit, de toutes les manières possibles et imaginables, et on se retrouve la semaine prochaine, sans faute, pour de nouvelles aventures. Tchuss!